Bonjour amis de l'histoire antique, je vous présente aujourd'hui une vidéo sur les relations entre les Phéniciens, donc un peuple sémitique originaire principalement du Liban actuel, et les Grecs. Donc j'ai déjà eu l'occasion de traiter des relations entre Grecs et Carthaginois, mais je comptais traiter spécifiquement le cas donc, des Phéniciens. Donc à voir que leurs relations avec les Grecs ont été marquées par une dynamique d'échanges commerciaux, de rivalité et d'influence réciproque. Dès l'époque archaïque, ces deux peuples de navigateurs et de commerçants sillonnent la Méditerranée et établissent un réseau de comptoirs et de cités portuaires et entrent parfois en concurrence à travers leurs colonies. Ainsi, Carthage, une colonie phénicienne avec un apport libyen, devient plus puissante que sa métropole, c'est-à-dire Tyr, et parvint à établir un empire commercial en Méditerranée occidentale. Et Carthage se heurte rapidement aux Massaliotes et aux Syracusains. Alors le terme même de Phénicien provient en fait des Grecs, car les Phéniciens sont en réalité des Cananéens organisés en puissantes cités-États, principalement Tyr, Sidon et Byblos. Et jusqu'aux conquêtes d'Alexandre, cette rivalité est d'abord commerciale. Mais la destruction de Tyr en 332 donc par les armées d'Alexandre représente un événement majeur en consacrant le déclin des cités phéniciennes, puis leur intégration dans les royaumes ptolémaïques et séleucides. Alors à voir que les Phéniciens ont transmis aux Grecs leur alphabet, ainsi que de nombreuses avancées dans les techniques de navigation et de commerce. Et les échanges économiques entre ces deux peuples ont permis une diffusion des matières premières et des savoir-faire, influençant notamment l'artisanat grec. Ainsi, loin d'être un simple antagonisme, la relation entre Phéniciens et Grecs constitue un moteur essentiel de l'histoire méditerranéenne, en cela qu'elle a favorisé les interactions culturelles et jeté un pont entre Orient et Occident. Concernant mes sources, je m'appuie sur des pages Wikipédia auxquelles j'ai contribué pour certaines, ainsi que sur des ouvrages de référence. Tous les liens sont en description. Alors voyons en thème numéro 1 la question des origines des Phéniciens ainsi que la terminologie. Alors à voir que les Phéniciens ne se définissent pas comme un peuple à part entière, car ils apparaissent divisés en plusieurs petits royaumes ou en cités-États, donc comme Tyr, Sidon et Byblos, et ils s'identifient plutôt en référence à ces cités. Alors selon Hérodote et Strabon, les ancêtres des Phéniciens proviendraient du pays de Dilmun, en Arabie orientale, sur la côte du golfe Persique, une région autrefois appelée Tylos par les Grecs, et qu'on peut donc rapprocher du nom de Tyr. Et donc ce sont donc les textes grecs qui, dès l'époque d'Homère, désignent ce peuple sous le nom de Phonikès, et la région où ils vivent comme Phoïniké. Alors il n'existe pas de consensus sur l'origine de ces mots, même si traditionnellement on les met en rapport avec le grec phénix, qui signifie pourpre, ce qui correspond à l'une des productions les plus réputées des Phéniciens, à savoir le colorant de couleur pourpre. Alors, le mot phénix est polysémique, et donc une autre tradition lie son étymologie au palmier. Alors, à voir que le pourpre de Phénicie est particulièrement prisé et onéreux, et il s'agit donc d'un colorant extrait de mollusques dont la production, longue et complexe, a débuté à Tyr à l'âge du bronze récent. Et donc par la suite, les Phéniciens exportent des étoffes brodées ou teintes de pourpre vers Carthage, depuis laquelle elles sont vendues à Rome, où elles deviennent un symbole de prestige chez les sénateurs, puis les empereurs. Alors les Phéniciens vendent d'autres produits de luxe, avec pour matière première du bois de cèdre, de l'ivoire et de la pâte de verre. Alors en dehors des textes grecs et latins, il n'existe pas durant l'Antiquité de termes équivalents à phénicien ou à punique. La Bible et les textes égyptiens parlent d'une région appelée Canaan et ses habitants les Cananéens, mais elle englobe Israël, la Palestine, l'ouest de la Jordanie, le Liban et l'ouest de la Syrie actuelle, donc bien davantage que la Phénicie historique. Cependant, à l'époque hellénistique, le terme de Canaan peut être vu comme un synonyme du terme grec de Phénicie. Alors voyons en thème numéro 2 l'histoire de la Phénicie. Alors, la civilisation phénicienne trouve ses origines dans les cultures du Levant méditerranéen du 2e millénaire, autour des royaumes cananéens de l'âge du bronze récent. Alors toutes les grandes cités de la future Phénicie, notamment Tyr, Sidon et Byblos, existent déjà à cette époque et se distinguent par leur dynamisme maritime et commercial.
Et ces cités, structurées en petits royaumes indépendants, mais unifiés par une langue et des croyances communes, forment un réseau de marchands actifs, héritiers directs des traditions cananéennes. Alors vers 1200, les bouleversements liés à l'effondrement des grands empires du Proche-Orient, donc à savoir le nouvel empire égyptien, l'empire hittite et le royaume du Mitanni, donc en Syrie actuelle, ainsi que les invasions des peuples de la mer, ouvrent une nouvelle ère pour la Phénicie. En effet, ces cités se trouvent libérées des anciennes tutelles et peuvent développer leur puissance maritime pour étendre leurs réseaux commerciaux vers tout le bassin méditerranéen. Et donc les cités phéniciennes établissent des colonies et des comptoirs à Chypre, en Sicile, en Sardaigne, en Corse, dans la péninsule ibérique, pensons à Agadir, la future Cadix, en Cilicie et en Afrique du Nord, où Carthage est fondée vers 814 selon la tradition antique. Alors à partir du 8e siècle, les cités phéniciennes tombent successivement sous la domination des grands empires du Moyen-Orient, donc à savoir les Assyriens, qui imposent leur suzeraineté, suivis par les Babyloniens de Nabuchodonosor II, qui prend Tyr en 586 après 13 années de siège. Puis viennent les Perses achéménides, qui intègrent la Phénicie dans leur empire en 539, et ils utilisent la flotte phénicienne dans leurs expéditions contre la Grèce. Alors après la conquête d'Alexandre en 332, la Phénicie passe sous la domination successive des Ptolémées, puis des Séleucides, avant d'être annexée par Rome en 64 sous l'action de Pompée. Alors en Méditerranée occidentale, les colonies phéniciennes tombent sous l'influence de Carthage, qui devient la principale puissance phénicienne en développant une civilisation spécifique qui intègre des influences libyennes, donc berbères, et grecques, pour aboutir à la civilisation punique. Donc à l'issue des guerres puniques, donc de 264 à 146, Carthage est détruite par Rome, mais l'héritage punique perdure en Afrique du Nord sous la domination romaine, tout comme en Phénicie, où l'identité locale subsiste jusqu'au 1er siècle de notre ère. Alors quant à l'art phénicien, il témoigne d'un syncrétisme culturel, combinant des éléments égyptiens, mésopotamiens et grecs. Alors l'influence égyptienne domine à l'époque archaïque, mais la culture hellénique prend le relais à partir du IVe siècle, marquant profondément l'artisanat, l'iconographie et l'architecture des Phéniciens. Alors voyons en thème numéro 3, la religion phénicienne et les influences grecques. Alors la religion des Phéniciens se caractérise par une foule de divinités aux attributs parfois complexes à démêler, alors que peu de sanctuaires phéniciens ont été fouillés, et que les inscriptions religieuses sont limitées. Alors, les auteurs de langue grecque d'origine levantine rapportent tout de même des informations, notamment l'histoire phénicienne de Philon de Byblos, et également, on peut citer, sur la déesse syrienne de Lucien de Samosate. Alors la religion phénicienne, bien qu'ancrée dans le fond commun ouest sémitique, a connu des influences extérieures, notamment grecques, qui ont favorisé un syncrétisme religieux. Alors, en contact régulier avec les Phéniciens, les Grecs ont cherché à établir des correspondances avec leurs propres mythes et avec leur propre panthéon. Ainsi, Astarté a été identifié par les Grecs à Aphrodite, Melkart à Héraclès et Eshmoun à Asclépios. Et ce dernier culte a connu donc un grand essor à Sidon sous l'influence des Grecs à l'époque hellénistique. Alors à voir que les cités phéniciennes exposées à la culture grecque, comme Kition à Chypre ou Bérytos, donc l'actuelle Beyrouth, ont intégré des éléments de la mythologie et de l'iconographie grecque dans leur représentation divine. Par exemple, le grand dieu de Bérytos, un Baal maritime, est assimilé à Poséidon et représenté sous son apparence. De même, le culte d'Apollon s'est implanté à Sidon où des fêtes lui sont dédiées. Alors ce syncrétisme religieux s'intensifie aux époques hellénistiques et romaines, notamment sous l'influence des auteurs grecs, tels Philon de Byblos, qui cherchent à interpréter les mythes phéniciens à travers le prisme de la mythologie grecque. Alors, les cultes phéniciens conservent toutefois leur spécificité et les divinités locales continuent à être vénérées avec leurs propres rites. Alors voyons en thème numéro 4 les Phéniciens chez Homère. Donc, dans les épopées homériques, les Phéniciens sont représentés sous un double jour. D'un côté, ils apparaissent comme d'habiles artisans et commerçants, reconnus pour la qualité de leur production et la richesse de leurs marchandises. De l'autre, ils sont dépeints avec une certaine méfiance, notamment en raison de leur réputation de roublardise et à l'occasion donc de marchands trompeurs.
Alors Homère mentionne les Phéniciens à plusieurs reprises comme des artisans talentueux et des fournisseurs de biens précieux. Ainsi, dans l'Odyssée, au livre 15, Eumée, qui est le porcher d'Ulysse, raconte que les Phéniciens ont débarqué un jour dans sa patrie en apportant avec eux 1000 objets précieux qu'ils échangent contre d'autres marchandises. De même, dans l'Iliade, au livre 23, Achille met en jeu, lors des jeux funéraires en l'honneur de Patrocle, un cratère habilement travaillé d'origine phénicienne, ce qui illustre l'excellence des artisans de ce peuple. Alors malgré leur prestige, les Phéniciens sont aussi associés à la ruse et à la tromperie. Dans l'Odyssée, au livre 15, donc Homée, le porcher d'Ulysse, évoque un épisode où des marchands phéniciens ont trompé sa nourrice en lui promettant de l'emmener en Phénicie, avant de la vendre comme esclave à Ithaque. Ce passage reflète une perception ambiguë des Phéniciens, à la fois commerçants et individus aux pratiques malhonnêtes. De plus, dans l'Odyssée, au livre 13, Athéna explique à Ulysse que sa richesse pourrait faire croire qu'il est revenu d'un voyage chez les Phéniciens, suggérant que ceux-ci sont liés à l'acquisition d'objets précieux, mais aussi à des pratiques commerciales à la limite de la moralité. Et donc à l'image d'Homère, les Grecs décrivent souvent les Phéniciens comme des gens roublards et trompeurs, et d'ailleurs en grec, le terme phénix peut désigner un escroc. Et cette tradition est reprise par les Romains avec la locution de fides punica, donc relatif aux Carthaginois, pour signifier la mauvaise foi. Alors voyons en terme numéro 5 les emprunts grecs. Alors parmi les apports majeurs des Phéniciens au monde grec figure bien sûr l'alphabet, dont l'introduction provoque une véritable révolution culturelle et politique en Grèce. Donc ce système d'écriture originaire de Byblos est utilisé donc par toutes les cités phéniciennes et il est fondé sur une série de signes consonantiques et donc il est adapté et adopté par les Grecs au début du 8e siècle au gré de leurs contacts commerciaux avec les Phéniciens. Alors à voir que l'alphabet phénicien dérive probablement d'une simplification de certains hiéroglyphes égyptiens. Et donc la plus ancienne inscription phénicienne est l'épitaphe sur le sarcophage d'Ahiram, qui date de 1200. Alors, contrairement à une tradition tenace, l'alphabet phénicien n'est pas la plus ancienne forme d'alphabet, puisque il existe donc les alphabets proto-sinaïtiques, donc en usage en Égypte, et le proto-cananéen, qui se développe à partir du 19e siècle. Alors ce système d'écriture novateur commence à se généraliser avec l'avènement de nouveaux royaumes sémitiques au XIIe siècle. Et à partir de 650, l'alphabet est utilisé par l'ensemble des régions de la Grèce antique. Alors à voir que les Grecs ont introduit les voyelles, qui sont absentes dans les alphabets des langues sémitiques, pour donner naissance à l'alphabet du grec ancien, qui sera normalisé et imposé au reste du monde grec par Athènes à la fin du 5e siècle. Alors cet alphabet permet donc une large diffusion du savoir et joue un rôle déterminant dans l'essor culturel de la Grèce archaïque en permettant une forme de démocratisation de l'écriture, alors que les scribes deviennent obsolètes. Alors, les apports des Phéniciens au monde grec se retrouvent dans la tradition littéraire et mythologique, comme le mythe relatif aux enfants d'Agénor, donc le roi de Tyr. En effet, Cadmos, donc le fondateur légendaire de Thèbes, part en Grèce à la recherche de sa sœur, donc Europe, qui a été enlevée par Zeus. Alors depuis Hérodote, les Grecs créditent d'ailleurs Cadmos de l'introduction en Grèce de l'alphabet. À voir aussi que des auteurs grecs attribuent même aux Phéniciens l'invention de l'arithmétique. Par ailleurs, les Grecs reconnaissent aux Phéniciens des talents dans les activités maritimes et les techniques de navigation. Et cette activité maritime est déjà très développée chez les Cananéens à l'époque de l'âge du bronze récent. Et donc son essor à l'époque phénicienne est lié à l'influence des empires qui cherchent à tirer profit d'un fructueux commerce, alors que les navigateurs phéniciens sont mobilisés pour des expéditions militaires ou commerciales initiées donc par les rois, qu'ils soient assyriens ou babyloniens. Alors, la navigation à longue distance se développe dès l'âge du bronze récent en Phénicie, mais prend véritablement son essor au début du premier millénaire pour favoriser la mise en réseau des régions méditerranéennes. Et dès lors, les Phéniciens jouent un rôle clé dans cette unification maritime, bien que les sources directes sur leur navigation restent assez limitées. Alors, leurs navires de commerce, appelés goloi par les Grecs, sont pensus, c'est-à-dire à gros ventre, et équipés d'un mât unique et d'une voile rectangulaire.
Alors la navigation est à l'époque principalement côtière, mais certains trajets impliquent la haute mer. Alors les ports phéniciens sont stratégiquement situés pour faciliter le commerce et la défense, pensons à Tyr et à Sidon, avec des infrastructures adaptées aux différents types de navires. Et les sources grecques rapportent les périples de marins phéniciens ou carthaginois. Ainsi, Hérodote évoque la circumnavigation autour de l'Afrique accomplie par des marins phéniciens à la demande du pharaon Néchao II. Alors toutes ces techniques de navigation ont été introduites en Grèce, notamment par l'intermédiaire des Corinthiens et des Érythréens, dont les marins apparaissent comme étant les plus actifs en Méditerranée, donc au 8e et 7e siècle. Ainsi, la coque à bardage cousu est reprise par les Grecs dans leur premier navire. Elle consiste à assembler les planches de la coque par des liens végétaux. Alors, les Grecs adoptent également les navires pensus phéniciens pour leurs propres vaisseaux marchands, qui sont donc optimisés pour le transport de marchandises sur de longues distances. Et donc le gouvernail latéral fixé à l'arrière du navire est repris également par les Grecs pour améliorer la manœuvrabilité de leur navire. Il est également possible que le concept de la birème, donc un navire de guerre à 2 rangs de rameurs, ait été inspiré des Phéniciens avant d'être perfectionné par les Corinthiens qui participent à l'élaboration de la trière à la fin du 8e siècle. Enfin, les Grecs ont probablement appris des Phéniciens l'art de la navigation à longue distance et le repérage en mer à l'aide des étoiles et des courants marins, ce qui a favorisé leur expansion coloniale en Méditerranée. Voyons en thème numéro 6 le siège de Tyr. Donc à l'époque archaïque, les rivalités entre Grecs et Phéniciens se développent surtout autour de Carthage qui entre en concurrence avec Massalia pour le contrôle de la Corse. Et donc intégrés à l'Empire achéménide, les Phéniciens d'Arados, de Tyr et de Sidon forment une grande partie des marins de la flotte perse à la bataille de Salamine, qui a été remportée par les Athéniens en 480. Et Sidon en particulier tisse de bonnes relations avec les Perses achéménides. Et à la même époque, Carthage et Syracuse luttent pour le contrôle de la Sicile. Alors jusque-là plutôt indirect, les tensions entre Grecs et Phéniciens atteignent leur point culminant avec le siège de Tyr, entrepris donc en 332 par Alexandre, alors en route vers l'Égypte. La prise de Tyr, la plus grande cité phénicienne, est en effet indispensable pour Alexandre, car les Perses contrôlent encore, grâce à la flotte phénicienne, la Méditerranée orientale, donc Chypre, et à voir aussi que la cité barre le chemin vers la Judée et l'Égypte. Et durant donc, son séjour à Sidon, des négociations sont engagées entre Alexandre et le roi de Tyr, lequel souhaite rester neutre dans la guerre entre Grecs et Perses. Mais Alexandre refuse de négocier et veut offrir un sacrifice dans le temple de Melkart, donc assimilé par les Grecs à Héraclès, le dieu tutélaire de Tyr. Alors les Tyriens décèlent le piège, parce que faire entrer Alexandre en vainqueur dans le temple revient à lui donner les clés de la cité. Quant à Alexandre, il est inutile pour lui de tenir la côte phénicienne si Tyr, avec ses 2 grands ports, reste en dehors de son contrôle. Débute alors 8 mois de siège. Alors à cette époque, la cité compte environ 40 000 habitants, mais beaucoup de femmes et d'enfants ont été évacués à Carthage. Alors, la cité est bâtie sur une île, qui est à l'époque située à plus de 500 mètres de la côte, et elle dispose de hautes murailles, environ 22 mètres, et elle est gardée donc par une flotte de 80 navires de guerre, dont des navires perses. Et donc après plusieurs assauts, la flotte d'Alexandre parvient à chasser la flotte phénicienne, rendant possible une attaque de toutes parts. Donc Alexandre tente de convaincre la cité de capituler, mais les Tyriens refusent et tuent les envoyés d'Alexandre en les jetant du haut des murailles. Alors, Alexandre fait alors construire une digue en pierre, jusqu'à ce jour préservée, afin d'approcher son artillerie des murs de la cité. Mais du fait des attaques permanentes des Tyriens pendant l'édification et la profondeur croissante de la mer, l'achèvement de la construction s'avère impossible. Et donc Alexandre ordonne la construction de 2 hautes tours géantes en bois équipées de catapultes. Elles sont transportées au bout de la digue, mais rapidement détruites par des brûlots envoyés par les Tyriens. Alexandre fait alors reconstruire la digue en doublant donc la jetée pour éviter que la situation ne se reproduise. Cependant, la construction de ces jetées n'est toujours pas achevée donc fin juillet. Alors Alexandre comprend qu'il a besoin de navires pour conquérir la cité. Et donc quelques cités alliées, dont Rhodes et Sol, donc cette dernière est à Chypre, ou des cités conquises auparavant, comme Byblos, Sidon et Arados,
envoie plus de 200 navires pour soutenir l'effort de guerre. Et donc Alexandre les utilise pour ouvrir une brèche en éperonnant les murailles. Et donc là, les lanciers macédoniens, donc emmenés par Alexandre en personne, peuvent mener l'assaut. Et ils se focalisent sur la brèche, surmontant les murailles, et parviennent à tuer entre 6000 et 8000 soldats. Donc la résistance des Tyriens suscite des représailles, puisque 2000 jeunes hommes sont crucifiés, et près de 30 000 personnes sont réduites en esclavage. Et certains auteurs, comme Paulien, signalent une éradication totale de la population de Tyr. Alors ce massacre aurait peut-être servi à dissuader d'autres cités de s'opposer à la conquête d'Alexandre. En tout cas, la destruction de la cité permet de déstabiliser la flotte perse, puisque la flotte phénicienne représentait un soutien de poids. Et même si Tyr a été rebâtie par la suite, elle n'a jamais pu retrouver son statut, étant supplantée par Alexandrie d'Égypte. Alors voyons en thème numéro 7, la Phénicie hellénistique. Donc, durant les guerres des Diadoques, Antigone le Borgne établit son camp en Phénicie, face à Tyr, et ordonne au chantier naval de Sidon la construction d'une flotte de guerre. Et après la défaite d'Antigone à Ipsos en 301, la Phénicie est coupée en deux entre les Séleucides au nord, qui dominent Arados, et les Lagides au sud, qui dominent Byblos, Tyr et Sidon. Sauf que Tyr et Sidon sont alors aux mains de Démétrios Poliorcète, le fils d'Antigone. Et donc vers 288, Ptolémée parvient à les conquérir. Et par la suite, la Phénicie devient l'objet d'intenses rivalités entre Lagide et Séleucide dans le contexte des 6 guerres de Syrie, donc livrées entre 274 et 168. Et au cours de la 5e guerre de Syrie, donc remportée par Antiochos III en 195, la totalité de la Phénicie passe sous domination séleucide. Les territoires nouvellement conquis prennent alors officiellement le nom de Coélie Syrie et Phénicie, et sont placés sous l'autorité d'un stratège. Alors la Coélie Syrie, donc ce qui veut dire la Syrie creuse, tire son nom de la topographie de la vallée de la Béka, donc une plaine encadrée par 2 chaînes de montagnes. Alors, du temps de la domination lagide et séleucide, les souverains traditionnels phéniciens sont remplacés par des institutions civiques similaires à celles des cités grecques. Mais il n'existe pas de colonie grecque en Phénicie, à la différence des régions voisines de Syrie ou de Judée. Et tout ça n'empêche pas les cités phéniciennes d'adopter certains usages politiques grecs. Notamment les élites phéniciennes qui adoptent l'alphabet grec, tandis que la religion phénicienne commence à reprendre certains aspects de la religion grecque. Alors des philosophes ou des poètes de langue grecque, pensons à Zénon de Sidon et à Diodore de Tyr, sont nés en Phénicie. Et à voir que des citoyens donc de cités phéniciennes participent aux concours sportifs grecs, alors que dans le même temps, les cités phéniciennes organisent leurs propres concours dans la tradition grecque, comme les Jeux de Sidon, dédiés à Apollon. Pour autant, cette hellénisation reste superficielle, car elle concerne d'abord les élites urbaines, déjà en contact avancé avec le monde grec dès l'époque archaïque. Alors au IIe siècle avant notre ère, les conflits internes qui minent le royaume séleucide permettent aux cités phéniciennes de gagner en autonomie. Ainsi, le royaume des Ituréens, donc un peuple arabe, émerge dans la Béka, autour de la ville de Baalbek, avant d'être annexé par les rois hasmonéens de Judée. Et en 64, les Romains prennent le contrôle du Proche-Orient grâce à Pompée, qui intègre les cités de Phénicie dans la province nouvellement créée de Syrie. Et donc l'emploi de l'alphabet phénicien disparaît au début de notre ère, en même temps que la langue phénicienne, qui est supplantée par le grec et l'araméen. En conclusion, les Grecs ont largement bénéficié du savoir-faire phénicien, que ce soit dans la navigation, la construction navale, le commerce, sans compter évidemment l'adoption de l'alphabet phénicien, véritable révolution culturelle. Finalement, aucun peuple n'a autant influencé les Grecs que les Phéniciens, du moins au début de leur période de développement, on dira, à l'époque archaïque. De leur côté, les Phéniciens ont également été influencés par la culture grecque, notamment dans l'adoption de certaines pratiques économiques et artistiques. Et finalement, ces interactions ont contribué à façonner le dynamisme commercial et maritime qui caractérise la Méditerranée antique jusqu'à l'époque hellénistique et romaine, et a permis à jeter un pont entre Orient et Occident. Pour autant, les rivalités commerciales ont été importantes,
Et la chute de Tyr en 332 consacre la victoire retentissante des Grecs sur le monde sémitique. Ainsi se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Merci pour vos vues, vos likes et vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes.